Imaginez un futur où l'intelligence artificielle règne et où les émotions humaines sont une menace à endiguer. C'est le décor du nouveau film de Bertrand Bonello. Il est notre invité dans ce nouvel épisode du Scan, spécial Festival international du film de Marrakech. Ensemble, nous avons parlé du danger de l'intelligence artificielle, de féminisme et de l'avenir du cinéma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de votre invitation. Vos deux derniers films, Coma et La Bête, questionnent des thèmes d'actualité. La virtualité, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces thématiques et surtout, qu'est-ce qui vous terrifie dans ces deux thèmes-là ? Alors, Coma, oui, c'était totalement d'actualité autour de la pandémie qui a développé la virtualité, etc. Terrifiant, la disparition de l'autre, la disparition de la présence. Fascinant, la virtualité, elle l'est, hein, parce qu'elle ouvre un champ des possibles, des vertiges. Sur La Bête, c'est un peu différent parce qu'en fait, j'ai commencé à l'écrire il y a 4-5 ans. Et quand je me suis penché sur l'intelligence artificielle, j'ai travaillé avec un chercheur, etc. Mais bon, pour moi, c'était encore dans longtemps, quoi. Et il se trouve que le film est montré en 2023 et qu'en 2023, l'intelligence artificielle est un des énormes sujets de l'année mondiale. Et le mot qui revient le plus, c'est le mot terreur, évidemment. Le fondateur de l'intelligence artificielle a quitté Google en disant « J'ai créé quelque chose de plus dangereux que la bombe atomique ». Donc le danger, on le voit bien, hein, c'est-à-dire que à la base, c'est un outil et l'humain doit être capable de dominer un outil. Mais quand l'outil vous domine, ça devient très, très paniquant. Et parallèlement à ça, il y a évidemment, notamment au niveau de la médecine, etc. Enfin, c'est un outil qui peut être aussi prodigieux, mais il faut le cadrer, il faut le dominer à un endroit qui est aussi celui de l'éthique, de la morale, du politique. Et c'est là où tout le monde est aujourd'hui complètement perdu, je pense. Et vous pensez qu'on en est là, à la domination de l'outil ? Ah, ça, je le pense depuis longtemps, c'est vrai. Mais de toute manière, à partir du moment où on ne sait pas construire son outil, c'est-à-dire que si même votre iPhone tombe en panne, vous ne savez pas comment faire pour le réparer. Donc il y a un endroit où vous n'êtes plus maître de l'outil. Et puis il a des fonctions que vous ne maîtrisez pas, etc. Donc oui, quelque part, il vous domine, vous en êtes dépendante. Et vous dites que faire un film, c'est aussi se débarrasser de quelque chose. Vous vous débarrassez de quoi à travers La Bête ? En fait, quand on fait un film, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on accueille des idées qui vous obsèdent et longtemps. Et la manière de s'en débarrasser, c'est de pouvoir, c'est que le film existe pour pouvoir passer à autre chose, accueillir d'autres idées. Donc, quand un film ne se fait pas, par exemple, et ça m'est arrivé, ça arrive à tous les cinéastes, et ces choses-là continuent à vous envahir. Donc, dans le cadre de La Bête, ça peut être des idées formelles, ça peut être des idées émotionnelles. Là, je pense que c'était beaucoup des idées émotionnelles, oui. Ouais. Des films avec des personnages centrales féminins comme Léa Seydoux dans ce film, omniprésents dans chaque scène, dans chaque plan, ne sont pas très communs. Est-ce un choix engagé que vous faites dans ce film ? Alors, engagé, c'est pas un choix engagé dans le sens de féminisme, etc. C'est un choix personnel qui est que je n'ai jamais eu de personnage central féminin. J'ai fait des films comme L'Apollonide où tous les personnages sont des femmes, mais c'est un film choral, c'est un film avec beaucoup de monde, etc. Mais l'idée d'avoir un seul personnage féminin, ça, je ne l'ai jamais fait. Et c'était un vrai désir aussi. Et là, en plus, le film fait 2h20, et elle est dans tous les plans et tout. Donc, ça devient à la fois... Ça devient presque un film sur elle, comme sur Léa Seydoux, autant que sur Gabrielle. Ça devient presque une sorte de documentaire, presque. Et qu'est-ce que vous pensez du fameux test de Bechdel ? Moi, je le trouve assez fascinant hein, parce que ça pose une question très simple. Hein, qu'est-ce qu'on voit dans une image, voilà. Mais c'est une question que moi, je me pose tous les jours quand je fais un film. Qu'est-ce qu'on voit dans une image ? Et le film navigue entre 3 époques. Il y a 1910, 2014 et puis 2044. Pourquoi ce choix de ces 3 époques exactement ? Alors, 1910, parce que je trouve que c'est un moment fascinant dans l'histoire, c'est-à-dire que le 19e est derrière, on rentre dans le 20e siècle avec une idée peut-être un peu naïve, mais auquel il fallait croire, hein, que ce serait un siècle de paix, de progrès, sans drame, et
Et ça a été probablement le plus terrible des siècles. Bon, enfin, je me suis dit, le 21e, c'est pas mal pour commencer. Hein. Il y a quelque chose d'une lumière comme ça qui va s'éteindre 4 ans après, avec la guerre. Mais j'aime bien ce moment. Et puis il se trouve que c'est vrai qu'il y a eu la crue de Paris et que j'en ai profité dans le film pour parler de cette catastrophe-là, parce que le film est traversé par l'idée de catastrophe. Oui. Et la crue de Paris, c'est quand même assez incroyable, même visuellement. 2014, parce que d'abord, le personnage joué par George McKay, qui était un incel, a réellement existé. C'était en 2014 et toutes les vidéos qu'il poste sur sa haine des femmes et son envie de les tuer sont des vidéos de 2014, donc j'ai été assez respectueux de la date et je pense de toute manière qu'il fallait que ce soit antérieur au mouvement MeToo, antérieur à 2018. Et puis 2044 parce que je voulais le futur, mais je voulais un futur qui soit demain. Qu'on puisse à peu près tous visualiser, toucher du doigt et pour beaucoup d'entre nous être encore vivants. Pas un futur abstrait, quoi. Vous avez débuté votre carrière artistique dans la chanson en tant que musicien. Quel rôle joue la musique dans la création de vos films ? À quel moment arrive-t-elle ? Je pense que j'ai une manière assez musicale de penser mes films. Et du coup, elle arrive très tôt. Elle arrive très tôt pendant l'écriture du scénario. Que ce soit dans la manière d'agencer les séquences, de penser le montage et de penser la musique elle-même que je compose moi-même et que je compose pendant l'écriture du scénario, et même le choix des morceaux qui sont diffusés dans le film. Enfin, tout ça est très, très, très pensé en amont. Dès l'écriture, c'est tout noté dans le scénario. Et logiquement, quand j'ai terminé le scénario, j'ai aussi terminé la musique du film. Ouais. Alors que de plus en plus de spectateurs s'abonnent à des plateformes de streaming comme Netflix, comment vous voyez cette transition, l'avenir du cinéma, alors qu'il y a de moins en moins de spectateurs dans les salles de cinéma, dans l'ère de Alors, je suis partagé. Netflix Moi, par exemple, 75% de ma cinéphilie, elle vient de la cassette VHS. Parce qu'on n'avait pas accès à tous les films, en plus je viens de province, etc., etc. Mais la VHS, pour moi, est quelque chose qui m'a amené dans la salle. J'ai découvert le cinéma à la maison, donc je ne peux pas être contre. Sauf que, est-ce qu'aujourd'hui, l'accès à tous ces films par les plateformes crée un désir chez les gens d'aller dans la salle ? Là, je ne suis pas sûr. C'est là où je pense qu'il y a peut-être un changement de paradigme, de méthode, d'habitude. Donc oui, c'était un peu terrifiant parce que la VHS était un prolongement du cinéma. Les plateformes se situent en opposition au cinéma, en désir de destruction du cinéma. Et elles ont une telle force économique gigantesquissime. Alors, la vraie question, et je pense que personne n'a la réponse, hein, c'est est-ce que dans 5 ans, les plateformes ont tout écrasé, ou est-ce que dans 5 ans, il y a eu un épuisement même de la plateforme, de sa manière de faire du contenu, etc. Et que voilà, ça aurait été une passade comme ça, et que les gens vont retrouver la salle. La salle ne disparaîtra pas. Ça, j'en suis persuadé. Après, le rapport à la salle va changer, muter. Est-ce que ça va devenir un produit de luxe uniquement pour du grand spectacle, comme de l'opéra, très cher, etc. Ou est-ce que ça va se redémocratiser ? Moi, je crois que la clé, elle est toujours dans la jeunesse, de tout temps. Donc, c'est est-ce que les jeunes vont retrouver le goût de la salle ? Et là, je pense que la réponse, elle est uniquement dans l'offre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont avoir du désir pour des films ou pas. Voilà. Et donc c'est un petit peu notre responsabilité à nous de cinéastes aussi, c'est de recréer du désir, y compris vers la jeunesse. Et la mutation, il faut l'avoir aussi d'un point de vue positif, c'est-à-dire une obligation à se réinventer.